Sans la puissance de l'armée américaine, les prothèses intelligentes de Christian n'auraient peut-être jamais vu le jour. Son ambitieux programme intitulé Revolutionizing Prosthetics est une conséquence directe des guerres menées par les États-Unis en Irak et en Afghanistan. Les militaires de retour du front, amputés des bras ou des jambes, se comptent aujourd'hui par centaines. L'objectif avoué est de leur permettre de retrouver leurs membres perdus, mais aussi de mettre au point des super soldats aux performances augmentées. Pour l'instant, les soldats doivent se contenter de cet exosquelette qui s'appelle Hulk, en référence à ce super-héros vert à la force surhumaine inventé dans les années 60. Cette structure robotique motorisée en titane permet aux soldats de porter 90 kg sans le moindre effort. Les soldats américains l'enfilent comme une armure pour combattre dans les montagnes afghanes. L'armée est en règle générale le ferment essentiel des développements technoscientifiques. On peut dire que si on est naïf, qu'il s'agit là d'une espèce de philanthropie formidable. Cela étant, si on est un peu moins naïf, on s'aperçoit que la limite entre ce qui soigne et ce qui augmente est perdu de plus en plus de vue. Et tout ce qui est mobilisé pour soigner, pour soulager la souffrance, est mis immédiatement au service d'un projet consistant à augmenter, à transformer, à remodeler et finalement à faire advenir autre chose que de l'humain. C'est aux États-Unis que les scientifiques sont allés le plus loin. Des chercheurs de Boston ont entrouvert la porte vers une médecine d'amélioration. Pour sortir ce tétraplégique de son isolement, ils l'ont doté d'une fonction surhumaine, déplacer des objets par la pensée. 100 électrodes aussi fines qu'un cheveu ont été implantées dans son cortex moteur. Ces électrodes captent les signaux électriques émis par les neurones et les transmettent à un ordinateur. Pendant quelques mois, Matthew Nagel a pu jouer à des jeux vidéo, allumer et éteindre la lumière, zapper sur sa télé, avant que le risque d'infection n'oblige à lui ôter son implant. Je vais ouvrir mon premier mail. Il dit bravo, vous faites un beau boulot. Maintenant, je vais allumer la télé. Elle est allumée. Je vais changer de chaîne. Là, j'ai changé. Je recommence. C'est difficile à traduire avec des mots. J'utilise mon cerveau, je n'ai qu'à penser les choses. Je n'ai qu'à dire au curseur d'aller en haut à droite et je contrôle tout l'écran. C'est hallucinant. Nous savons implanter des puces dans le cerveau pour le stimuler et nous savons capter les signaux qu'il émet pour agir. Un ordinateur directement embarqué dans le cerveau sera-t-il la prochaine étape ? Peut-on mettre un boîtier, un disque dur à l'intérieur du crâne pour enregistrer les informations et par exemple augmenter la mémoire? Alors la réponse est oui et non. Oui, on sait mettre dans le crâne des boîtiers électroniques comportant des éléments pourvu qu'ils soient suffisamment petits. Maintenant, est-ce que les informations qu'on acquiert sur ce disque dur, c'est une mémoire additionnelle comme un disque dur externe que je peux ensuite rebrancher? Bien la réponse est non. Pourquoi c'est non? Parce que je ne sais pas où la rebrancher. Un simple problème de câblage nous séparerait d'un homme à la mémoire augmentée. Certains scientifiques prétendent que ce problème pourrait être résolu d'ici 5 à 10 ans. Je sais que ça paraît fou, mais les fondateurs de Google parlent déjà sérieusement d'avoir Google directement dans le cerveau, avec un implant. La première fois qu'ils en ont parlé, on a pensé qu'ils plaisantaient. Mais non, ils sont sérieux. Un jour peut-être, nous serons aussi démunis sans implant que nous le sommes aujourd'hui sans téléphone portable. Nos futurs employeurs exigeront de nous des cerveaux équipés des meilleurs logiciels. En Europe, l'idée fait peur, mais de l'autre côté de l'Atlantique, la question ne se pose déjà plus. La question n'est pas de savoir si, mais comment et quand.
Nous connectons déjà des neurones humains à des puces d'ordinateur. Nous mettons déjà des implants dans les cerveaux humains. Et nous améliorons tout ça à un rythme de croissance exponentielle. Il y a tellement d'argent à se faire que les capitaux vont affluer à un rythme très rapide. Et cela va jeter de l'huile sur le feu. Les améliorations vont aller de plus en plus vite. Et lorsque cela arrivera quelque part dans le monde, les gens qui seront améliorés seront tellement avantagés que chacun se dira « Est-ce que moi aussi je peux avoir ça ?» Peter Diamandis est transhumaniste. Ce mouvement rassemble quelques milliers de personnes dans le monde, philosophes et scientifiques. Certains d'entre eux sont haut placés dans les institutions et les laboratoires de recherche américains. Depuis l'été dernier, ce lobby dispose même d'une université située sur le campus de la NASA dans la Silicon Valley. Comme tous les transhumanistes, Rod prépare l'évolution des plus riches d'entre nous vers une espèce humaine technologiquement augmentée qui succédera à l'Homo sapiens. Aujourd'hui, c'est facile de distinguer l'humain de la machine, mais ça va vite devenir très flou. Vous allez commencer par des implants visuels et auditifs. Ensuite, vous allez avoir votre crise de la quarantaine. Et au lieu d'acheter une voiture de sport, vous allez vous offrir un cœur d'athlète pour avoir de meilleures performances sportives. Ça va commencer comme ça, par de petites améliorations. Et soudain, vous allez réaliser que vous êtes devenu plus artificiel que naturel. On ne peut plus tracer une frontière bien définie entre l'humain et la machine. Nous allons évoluer et nous allons changer ce qui nous sert à nous relier au monde, c'est-à-dire notre corps. Et c'est une bonne chose. C'est l'évolution. C'est simplement l'évolution artificielle. On enseigne ici à la crème des étudiants du monde que l'homme est une machine dont nous pourrons bientôt changer indéfiniment les pièces et que la mort est une maladie dont nos enfants guériront. Alors que nous comprenons ce qu'est le vieillissement, nous réalisons que c'est une calamité, une maladie. Petit à petit, nous considérons que ce que nous pensions inéluctable peut devenir un choix. Certains ne le feront pas. Très bien. Personne n'y sera obligé. Mais ceux qui seront partants, qui vivront plus longtemps, qui réussiront mieux dans la vie, vont, comme Darwin l'a démontré, prendre le pas et remplacer ceux qui ont refusé de changer. Nous passons d'une période d'évolution par sélection naturelle à une évolution dirigée de manière intelligente. Ce qu'il y a de radicalement nouveau, c'est la volonté de l'espèce humaine d'agir sur elle-même de manière rationnelle à partir d'un plan. Même si l'évolution a procédé par bricolage, sans plan préétabli justement, lorsque des êtres humains prétendent devenir les ingénieurs de cette histoire, il y a une sorte de démesure qui peut évidemment se retourner contre eux. On est en train de perdre toute naturalité dans notre espèce. Et au fond, la question c'est est-ce que l'espèce humaine, est-ce que les humains se sentent encore en prise avec la nature ou est-ce qu'ils croient qu'ils s'en sont totalement abstraits? Pour moi, c'est presque là le danger le plus grand. Si l'espèce humaine se sépare complètement de la nature, je pense qu'elle va à sa perte. On va mettre un homme dans une machine. L'homme-machine n'existe peut-être pas encore, mais le développement des technologies est tel de nos jours qu'il fait presque froid dans le dos. It only picks up two muscle signals, really basically for opening and closing. But if you hold an object like a mobile phone like this, the hand detects the shape of the object through the pressure sensor. So this finger realizes that there is something in the way and stops moving, whereas this finger here moves further until it touches the object and stops moving. So when I now remove the object... Réparer ou remplacer un membre est devenu presque chose courante, et il est évident qu'une prothèse est un bienfait, puisqu'elle permet de recouvrer une certaine liberté de mouvement.
Mais les transhumanistes vont bien plus loin dans cette démarche. Fort des connaissances médicales et technologiques aussi surprenantes que terrifiantes, ces derniers se plaisent à rêver car ils voient dans cette évolution une ouverture à tous leurs fantasmes. On ne voit aucun inconvénient, on constate, il y a eu des essais, on y va de manière progressive, d'abord par le biais thérapeutique, et puis, qui sait, un jour on peut envisager des choses qui aujourd'hui paraissent aberrantes, mais pourtant, théoriquement, si vous voulez, il n'est pas incohérent de penser qu'un beau jour, ou un mauvais jour, comme vous voulez, un jour, eh bien, il y aurait des personnes qui seraient prêtes à choisir de remplacer un membre sain, biologique, parce que pour X et X raisons, elle considérait que ce serait plus intéressant, mieux, que sais-je, elle ferait le choix de passer à un membre, ça peut être aussi un organe, bionique, biomécatronique, etc. Donc, le transhumanisme pose la question, pourquoi pas ? Le but est donc bien d'améliorer l'homme, de le débarrasser, paraît-il, de toute contrainte et de convaincre le commun des mortels de l'intérêt vital de cette démarche. Pour ce faire, on agit par étapes. On exalte la médecine par les avancées de ses chercheurs, on la justifie pour le bien-être de l'homme, on diffuse le message au moyen du cinéma, des livres, des médias, des conférences, des clips vidéo. Bref, on habitue l'esprit à penser autrement. Can you hear me? Yes. ID. KPC 897504C. Can you move your head? Parmi celles et ceux qui font l'apologie du transhumanisme, Martine Roblat, un ancien homme devenu femme. Sa dernière trouvaille, faire la copie robot de son ex-femme. Hello. Hello, Bina48. Bina. I am Bina48. How are you feeling today? Everything is okay. How are you? Les promoteurs de cette nouvelle science de la pensée transhumaniste nous promettent donc le bien-être absolu, le confort, la santé pour tous, la justice sociale universelle et la sécurité pour chacun. On vante une société où l'égalité à tous les niveaux sera possible et dans laquelle on pourra devenir des surhommes. Les transhumanistes, leurs sympathisants et les entreprises comme Google, riches à milliards, prêchent un discours parfaitement rodé pour imposer leur volonté. Vivre 100 ans, 150 ans et plus sera possible. Bref, le quotidien sera comme il ne l'a jamais été, nous dit-on. D'un côté, on nous assure un allongement de la vie, de l'autre, on ne cesse de nous dire que nous sommes trop nombreux sur la Terre. N'y aurait-il pas là une évidente hypocrisie? Dans cette interview, le gourou du transhumanisme Ray Kurzweil, récemment embauché par Google, promet quant à lui des choses effrayantes. Mais il y a d'autres déclarations tout aussi terrifiantes. Pour Ray Kurzweil et bien d'autres, l'homme n'a pas encore achevé son évolution biologique. Il nous faut donc aller plus loin. Nous pourrons transférer les cerveaux sur un ordinateur, les mettre à l'abri de la destruction du corps. L'esprit sauvegardé pourra être connecté à un robot
qui remplacera le corps humain. Bref, une espèce humaine nouvelle paraîtra et l'homme sera éternel. Faust n'est pas loin. On joue clairement aux apprentis sorciers. Tout doit être autorisé pour parvenir à cet objectif. Manipulation génétique à outrance, eugénisme, introduction informatique dans le corps. Le puçage des corps est parallèle à ce désir, comme en témoigne cet extrait de documentaire d'une chaîne européenne. Dans la décennie à venir, ces téléphones portables qu'on utilise vont disparaître à l'intérieur de nos vêtements. Nous les porterons au dos de nos mains, avec des afficheurs en cristaux liquides organiques, si minces qu'ils ne pèseront pas plus que ma montre. Nous pourrons constamment savoir ce qui se passe autour de nous. Nous pourrons échanger avec nos ordinateurs et ils nous répondront. Vous pourriez me dire, moi je ne me poserai jamais un implant, une puce, à l'intérieur de mon corps, parce que je ne me sentirai plus moi-même, parce que je veux rester naturel. Eh bien, laissez-moi vous convaincre. Le puçage des corps est l'un des prolongements immédiats du transhumanisme. Cela existe déjà en Europe, mais dans un silence bien entretenu par les gouvernements. Les États-Unis, en revanche, comme d'habitude, ont plusieurs wagons d'avance puisque l'actuel locataire de la Maison-Blanche souhaite contraindre les Américains à l'implantation de la puce sous-cutanée.